Juliette Duquesne. Bonjour. On a eu l'idée de créer ces carnets d'alerte avec Pierre Rabhi, qui est un agroécologiste paysan, parce qu'on avait l'impression que les sujets qui étaient très importants et qui étaient vitaux pour l'avenir de l'humanité n'étaient pas forcément les sujets qui étaient le plus mis en avant par les médias, qu'il y avait des sujets qui nous paraissaient, nous, essentiels et que le grand public ne connaissait pas forcément, et même dans les carnets j'interroge à chaque fois entre 40 et 60 personnes, et que par exemple les acteurs clés d'un sujet n'étaient pas forcément connus par le grand public. Donc l'objectif des carnets d'alerte, c'est vraiment ça, d'expliquer au grand public une problématique complexe, d'essayer de la comprendre dans ses subtilités, en interrogeant les chercheurs, les acteurs de la société civile, les entrepreneurs, toutes les personnes qui sont essentielles à un sujet. Donc moi je suis journaliste, je fais l'enquête journalistique, je passe à peu près 1 an pour faire réaliser une enquête, j'interroge les personnes, je les rencontre directement, je vais à leur rencontre, je vérifie les chiffres, chaque chiffre pour l'enquête est sourcé avec la page de l'étude, je fais vraiment un travail de source des chiffres qui est très important. Et Pierre Rabhi, lui, apporte plus le côté, on va dire, poétique, analytique, en début et en fin de chaque ouvrage, et on décide des thématiques ensemble. Et Pierre Rabhi, il poétise, et c'est vrai que ça nous permet il prend surtout du recul en fait par rapport à moi. Je suis le côté très factuel dans l'enquête en fait, et lui va prendre un peu de recul, apporter un côté poétique, analytique. On décide aussi des thématiques ensemble en fait, des sujets qu'on traite. Je le tiens au courant de l'évolution de l'enquête, et on relit ensemble plusieurs fois aussi à la fin l'ouvrage, et je repose des questions à la fin de l'ouvrage sur ce qu'on a trouvé dans l'enquête en fait. Donc c'est vraiment ça. Lui, ça va être plus, il va plus parler, on va dire, au cœur des lecteurs qui vont nous lire, et moi je vais plus parler on va dire au côté un peu rationnel, à l'intellect, même si ça s'entremêle, mais c'est un peu ça dans la répartition. J'ai rencontré Pierre Rabhi parce que j'ai réalisé un reportage sur ce qu'il faisait pour le journal de TF1, on s'est bien entendu, on a gardé le lien, et du coup Pierre Rabhi, un agroécologiste, moi ce que j'ai apprécié dans la rencontre et après aussi dans le travail, c'est que c'est quelqu'un qui a mis à l'épreuve des faits ce qu'il prône en fait, donc ça c'est intéressant, qu'il a mis à l'épreuve des faits et dans sa ferme, qui est une ferme agroécologique, etc., et qu'il l'a fait aussi en Afrique et dans des lieux semi-arides où il a réussi à cultiver sous les principes de l'agroécologie dans des lieux difficiles en fait. Donc ça c'est toujours intéressant pour réduire notamment la faim dans le monde, d'où l'ouvrage le premier pour en finir avec la faim dans le monde. Donc notre rencontre s'est faite en fait parce que j'ai réalisé un reportage sur ses actions et sur lui. Et du coup, on s'est bien entendu, on a gardé le lien, et puis moi, j'ai un moment, j'en avais un petit peu marre de faire de l'actualité chaude et de travailler, parce qu'à TF1, je travaillais aussi sur l'actualité, et j'ai eu envie d'aller plus en profondeur dans les sujets, et peut-être ce que parfois les téléspectateurs ou les lecteurs peuvent reprocher, que c'est vrai qu'il y a le journalisme, on va un peu tous faire la même chose au même moment. Moi, c'est vrai que je saturais beaucoup de ça, et de l'intérieur, j'avais un petit peu de mal à la fin à essayer de faire différemment, et j'avais des fois du mal à essayer, alors que des fois j'y arrivais, des fois j'y arrivais moins, et je fatiguais un peu, donc j'avais envie d'approfondir mes enquêtes. Et moi j'insiste beaucoup sur, c'est marrant, je donne aussi des cours dans les écoles de journalisme, et moi j'insiste, je trouve ça très important, ce côté revenir à la source de l'étude, et pas reprendre un chiffre qui est dans un article ou dans un livre. Alors ça peut m'arriver des fois dans certaines enquêtes de prendre des chiffres qui sont des chiffres de spécialistes, mais c'est des gens de confiance, parce que je peux pas refaire tout le calcul, parce que c'est un calcul trop complexe, mais dans ces cas-là, ce sont des gens que je connais et dont je sais que le chiffre est bon. Et c'est vrai que plusieurs fois, j'étais surprise, je vérifie un chiffre et au final, tout le monde donne ce chiffre-là, je le vérifie, c'est pas exactement celui-là qui est juste. Donc là, en fait, c'est vraiment ce travail-là qu'on fait, et on met aussi en valeur toutes les personnes qui travaillent sur un sujet et qui sont pas forcément celles qu'on voit le plus. Alors en France, en plus, on a notamment la chance d'avoir beaucoup de chercheurs. Il n'y a pas que des chercheurs qu'on interroge, mais il y a beaucoup de chercheurs qui font des travaux très intéressants de mise en perspective des problématiques, par exemple sur la faim dans le monde, est-ce qu'on peut nourrir la planète avec l'agroécologie, donc voir les différentes études qui ont été réalisées dans les différentes régions du monde, voilà, pour donner un exemple. Ça c'est intéressant de les étudier, de voir, d'interroger
directement les chercheurs, qu'ils soient en France, aux États-Unis, voilà, de passer du temps à faire ce travail-là. Pour en finir avec la faim dans le monde et les semences, c'est les deux premiers qui sont sortis en même temps. C'était assez naturel. Avec Pierre Rabhi, on a voulu faire ces deux-là parce qu'ils nous paraissaient très importants. Pour en finir avec la faim dans le monde, je pense qu'il n'y a pas plus fondamental. Et dedans, il y a aussi toute une comparaison entre les rendements de l'agriculture biologique et les rendements de l'agriculture industrielle intensive. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut nourrir la planète avec l'agroécologie? C'est une question qui revient souvent. Sur les semences, 75% des variétés de semences ont disparu en un siècle. Donc on ne pourra pas... pour garder notre autonomie alimentaire, il ne faut pas que ça appartienne que aux multinationales, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui. Donc ces deux sujets-là nous paraissaient vraiment très importants et cruciaux pour l'avenir de l'humanité. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ces deux-là. Et après, les excès de la finance, ça c'est un sujet qui moi me tenait à cœur. J'avais beaucoup réalisé de sujets quand j'étais à TF1 lorsqu'il y avait eu la crise financière, et moi c'est un sujet pour moi qui me paraît crucial et au final qui peut être lié à la terre, enfin c'est les deux à l'opposé, mais pour moi il y a des liens entre les deux. Donc du coup moi j'ai insisté pour faire cette thématique là, et comme Pierre aussi par rapport à l'agroécologie, il y a toute une différence de rapport à l'argent, donc il est moins sur la finance, hein. Pierre il connaît moins tout ce qui est produits dérivés et autres, mais il va plus parler du rapport à l'argent qui est lié à toute sa philosophie. L'eau, c'est Pierre Rabhi qui a voulu faire le sujet sur l'eau. Moi je le connaissais moins, c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée, qui a fait une grosse enquête, moi que je connaissais moins mais qui m'a beaucoup intéressée, et je pensais pas que l'agriculture allait prendre autant de place dans ce sujet-là, donc ça c'était essentiel. Et là le prochain qui va bientôt sortir, ce sera sur la croissance, donc vivre mieux sans croissance, le titre de l'ouvrage. Et là c'est vrai, c'est en commun accord tous les deux. Pierre a beaucoup travaillé sur la sobriété heureuse toute sa vie, et c'est vrai qu'en ce moment on voit bien comment préserver la planète avec un modèle économique viable. Je pense que c'est une problématique qui revient souvent dans les différents débats publics qui peuvent exister aujourd'hui. Je vous avoue que celui qui m'a le plus touché, c'est celui sur l'eau. Voilà, nous sommes faits d'eau, c'est le titre, alors peut-être que ça a un lien. Au début il m'a beaucoup, puis peut-être que c'était la thématique que je connaissais la moins aussi, et au début c'est vrai que ça m'a beaucoup touché en fait ce sujet-là. Après, je vais pas vous cacher que il y a toujours un moment pendant l'enquête où c'est un peu sombre quand même, où je me rends bien compte que le constat est quand même pas super positif dans beaucoup de sujets Quand je vois les chiffres, 75% des variétés de semences sont disparues en un siècle, la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont pollués par les pesticides et les nitrates, un enfant meurt de faim tous les 6 secondes. Sur les excès de la finance, quand on voit la taille du secteur bancaire qui fait 3,5 fois le PIB européen en Europe, on peut pas dire que c'est beaucoup changé depuis la crise financière. Donc bon, tous ces sujets-là sont quand même pas hyper joyeux. Après, dans l'autre ouvrage, et moi j'y tiens. Alors j'y tiens pour les lecteurs, mais j'y tiens aussi pour moi. Je fais toujours une partie des solutions, et je le fais aussi parce que moi il faut que j'en ai. Et on voit c'est ça que je trouve très agréable, c'est qu'on voit que la société civile expérimente partout dans le monde depuis plus de 50 ans des solutions qui fonctionnent. Alors des fois je trouve que c'est à double tranchant, parce qu'en même temps on se dit c'est super, ça existe, et des fois on se dit alors pourquoi on le met pas en place tout de suite, parce qu'on voit bien que dans toutes les solutions, pour la faim dans le monde, il y a l'agroécologie qui fonctionne dans les milieux semi-arides, dans les pays en voie de développement, notamment dans certaines zones où on voit que les rendements augmentent de 79% par rapport aux fermes qui soient des fois traditionnelles. C'est un mélange des deux dans cette étude-là qui montre, mais ça augmente de 79%, donc c'est énorme. Dans les semences, il y a aussi d'autres types de semences qui sont possibles, qui ne sont pas forcément industrielles, les semences paysannes dites de population qui existent. Pour l'eau, il y a des solutions aussi. Par exemple, là, on revient sur l'agroécologie, ça consomme beaucoup moins d'eau et ça pollue beaucoup moins l'eau aussi. Donc, et sur les excès de la finance, on voit qu'il y a la finance solidaire. Il y a d'autres façons. Ça marche très bien en fait. Il y a plein de systèmes où l'argent
peut-être fait moins de parcours, un parcours plus court, mais où ça fonctionne aussi. Donc on voit qu'il y a des solutions qui sont expérimentées partout dans le monde depuis longtemps. Donc ça, c'est plutôt réjouissant, ce côté-là. Après, des fois, ce qui est frustrant, je pense que là, je ne suis pas très originale, c'est ce qu'on entend un peu partout. Et là, on l'aborde plus dans le prochain carnet. C'est comment passer à plus grande échelle, comment passer le cap. Et c'est là où c'est peut-être en ce moment le blocage. En tout cas, c'est vrai que les constats et les données sont souvent pires que ce que je pense quand je commence une enquête. Souvent, en fait, au final, quand je commence à creuser, je me rends compte que les constats et les chiffres sont souvent pires. Et c'est vrai que moi, ça c'est intéressant, souvent les gens, quand je fais des conférences, etc., me demandent. Moi, quand j'ai commencé ce métier, j'étais pas spécialement engagée sur ces sujets-là, en fait. Voilà, j'ai toujours été engagée quand même sur certaines thématiques, peut-être plus sociales d'ailleurs au départ qu'environnementales. Et moi, c'est les reportages que j'ai effectués qui m'ont emmené. En fait, quand on est reporter et on va sur le terrain, on constate. Et moi, c'est les constats. J'ai beaucoup traité, quand j'étais à TF1, la consommation, on voit bien les dérives, la malbouffe, et ça nous emmène à la terre. Moi, je suis de banlieue parisienne, j'ai grandi en région parisienne, je connaissais pas du tout le milieu agricole. Et en fait, ça m'a amené vers ces questions-là parce qu'elles sont essentielles pour énormément de sujets. Donc, c'est vrai que c'est mes reportages, moi, qui m'ont amené à traiter de ces thématiques parce que c'est celles qui me paraissent les plus cruciales aujourd'hui et les plus cruciales pour l'avenir de l'humanité. Et nos vies en dépendent. Pour moi, oui, c'est ça. Il me semble, oui, que ça en dépend. Quand on voit les données actuelles, je suis pas la seule à le dire, d'ailleurs, quand on voit les données actuelles, on voit quand même que... Mais c'est vrai qu'il y a des solutions, il y a des gens qui expérimentent partout, que ce soit des entrepreneurs, des citoyens, un peu partout, que ce soit... Il y a aussi, en France, on a vraiment cette chance d'avoir des chercheurs qui souvent ont évalué aussi ce qui est fait sur le terrain. Moi, je sais que sans le travail qui est fait par les chercheurs, je ne pourrais pas réaliser les carnets d'alerte. Et d'ailleurs, chaque carnet, je le fais toujours relire par un spécialiste, le spécialiste du sujet à chaque fois. Et voilà, il y a un travail aussi de collaboration avec ces chercheurs qui ont besoin aussi... En fait, le rôle aussi de journaliste, c'est de traduire des langages complexes en langage plus simple, en fait. Je fais de temps en temps des ateliers là, dans les écoles et notamment dans les lycées où ils lisent les livres avant et souvent les jeunes deviennent les journalistes quand je viens, ils me posent des questions, il y a des échanges très intéressants. Oui, moi il me semble que au lycée, là pour les livres peut-être plus au lycée à partir de la 3e, c'est essentiel en fait pour comprendre ces sujets-là, être informé, comprendre la nécessité de changer nos comportements aussi à nous, en fait, en tant que consommateurs, citoyens, on n'est pas que des consommateurs, justement. Donc, de comprendre ces sujets-là, je pense que l'éducation, oui, et la bonne information. C'est vrai qu'en plus, souvent, j'entremêle ces ateliers avec le journalisme, parce que souvent, les jeunes n'appréhendent pas l'actualité de la même manière que nous, et sont beaucoup informés par les réseaux sociaux, etc. Donc c'est intéressant de voir aussi la source. Et comme moi, en fait, dans ces ouvrages, il y a un vrai travail sur la source de l'information avec chaque chiffre qui est sourcé. On travaille là-dessus aussi quand je viens en atelier dans les lycées. Nous travaillons sur ce point-là aussi. Oui, ça me semble un point important. Oui. Peut-on créer un système où on sort de la misère sans avoir comme objectif la croissance et le PIB. Donc il y a toute une partie quand même sur comment se développer autrement ou comment vivre bien en fait, vivre mieux sans croissance, c'est le titre du prochain ouvrage, donc nous avons une partie là-dessus. Et on voit quand même à chaque fois que l'agriculture est fondamentale. Quel système on met en place pour nourrir les personnes et le fait que les personnes gardent leur autonomie alimentaire, c'est un point fondamental parce qu'à chaque fois dans les pays, en tout cas en voie de développement ou les pays pauvres, c'est quand l'agriculture commence à diminuer dans le poids économique que les gens partent dans les bidonvilles, etc. et qu'on commence à créer une autre forme de pauvreté qui souvent rend les gens très dépendants. Ça, on voit que la place du modèle agricole dans nos sociétés futures, moi, elle me semble capitale. Et ça, c'est un point commun dans toutes mes enquêtes d'ailleurs. Et pour revenir à ça va avec
avec le côté de misère. Parce que là, on voit vraiment des gens qui se retrouvent dans la misère, dans les bidonvilles. On voit la multiplication des bidonvilles dans beaucoup de pays en difficulté. Et donc on aborde beaucoup ce problème-là. Et on aborde aussi en France la problématique dans notre système, on n'est jamais satisfait. On a un système de consommation à outrance, on consomme 3 fois plus qu'il y a 60 ans. Et il y a toujours de nouveaux stratagèmes pour nous pousser à consommer. Alors c'est soit de l'obsolescence programmée avec... alors même les collants aujourd'hui filent plus vite qu'avant. En 72% des cas, il n'y a pas plus de 6 utilisations. Donc on voit que tout est fait pour qu'on consomme plus. Mais ça, je l'ai vu dans l'enquête, ce qui fait qu'on consomme le plus, c'est l'effet de mode, la publicité, la pression de l'achat. Et pour donner qu'un exemple, dans 88% des cas, on change de téléphone portable alors qu'il fonctionne encore. Donc il y a toute une logique. C'est pas pour culpabiliser les gens, hein, loin de là, cette idée. Hein, on est dans une logique en fait qui nous fait qu'il faut tout le temps consommer plus pour être dans la norme en fait. Pour être dans la norme, il faut toujours acheter plus, toujours consommer plus, sans être forcément plus heureux en fait. Et ça c'est la base de notre modèle en fait économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on voit bien, ça c'est, je termine tout juste l'ouvrage donc je suis vraiment dedans, mais on voit bien que c'est intéressant, il y a un graphique dans l'ouvrage, on voit bien que depuis la Seconde Guerre mondiale, le PIB, le produit intérieur brut, donc la croissance a décollé, et qu'en même temps la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols, les émissions de gaz à effet de serre décollent. Et dans l'ouvrage, on montre bien qu'il y a des économistes, là, dont Gaël Giraud, un économiste, qui montre bien qu'il y a des liens très importants entre l'énergie et le produit intérieur brut. C'est-à-dire que si on diminue donc ça c'est les travaux de Gaël Giraud, si on diminue la consommation d'énergie primaire par habitant de 10%, ça diminue le produit intérieur brut de 6% par habitant. C'est énorme le lien. Ça montre très bien, on sait pour l'instant pas faire de la croissance, et je suis pas sûr qu'on y arrivera, en tout cas c'est la conclusion de notre dernier ouvrage, on ne sait pas faire de la croissance sans polluer. Donc soit on va émettre des émissions de gaz à effet de serre si c'est de l'énergie d'origine fossile, soit on va les creuser plus loin dans la terre pour prendre des métaux et pour pas fabriquer des éoliennes et des panneaux solaires. C'est pas dire qu'il faut pas de panneaux solaires et d'éoliennes, c'est juste qu'il va falloir passer tous aux énergies renouvelables, en tout cas c'est ce que tous les spécialistes nous ont dit pour l'enquête, mais qu'en plus il va falloir avoir une part de sobriété. Et ça c'est ce qu'on montre dans le prochain carnet.